Et lui, il accélère et il les fait sortir de la roue un par un. C'est incroyable. Et quel phénomène! Il a 19 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur Pole Position, votre rendez-vous consacré au cyclisme et à Paul Sexas. On est là pour vous avec Nathan. Salut Nathan! Bonjour Thibaut, bonjour à tous nos amoureux de cyclisme et surtout de Paul Sexas. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour faire le bilan du Tour de France 2026 de Paul Sexas. Effectivement, donc on va discuter d'abord de son résultat. Discutera ensuite de diverses questions à propos de sa performance sur les 3 dernières semaines. Et on finira par évoquer les différents critères qui font un grand coureur de Tour de France et voir où Paul Sexas se situe par rapport à ça. Alors je te propose d'abord, Nathan, de nous donner ton analyse concernant cette 4e place. Quelle est ton opinion au point de vue résultat déjà? C'est vrai qu'on avait plusieurs attentes par rapport à ce premier grand tour de Paul Sexas. Moi, mon avis, il a évolué surtout le long de la saison concernant mes attentes que j'avais envers Paul Sexas. Au début, j'étais plus sur un top 5 et puis je me suis laissé emporter sur des envies de podium. Alors on peut et quatrième pour moi c'est exceptionnel. Je suis même pas déçu de pas être sur le podium car je me dis que vu la régularité à laquelle il a fait preuve sur ces 3 semaines, eh ben pour moi c'est vraiment sa victoire, c'est d'avoir été régulier. Pour moi, c'est le mot d'ordre sur les 3 semaines. Jamais vraiment un gros craquage, à part une petite faiblesse sur l'étape reine. Mais sinon, toujours là avec les favoris. Donc pour moi, quatrième, c'est un très bon bilan pour ce Tour de France. Ouais, je partage ton point de vue, hein. On s'attendait peut-être à ce que sur la lutte au maillot blanc, ils prennent l'avantage, mais Oui, en début de tour, je parle, hein. Mais par contre, là où on avait vraiment un doute, c'est sur la régularité. Comme tu dis, on allait vous juger essentiellement la manière, comment ça se passe. Et là, la manière, oui, elle a été excellente. Et cette 4e place, elle vient confirmer la manière parce qu'on a vu que il y avait une densité de coureurs plutôt solide autour de lui. On était ah oui, sur un tour plutôt homogène, hein, au point de vue entre la 2e et la 7e place. Donc voilà, moi j'ai été hyper satisfait de la manière, comme tu l'as dit, régularité. Il pas eu de gros jours sans. Donc voilà, sa 4e place vient récompenser son travail tout au long des 3 semaines et surtout, oui, bon, on y reviendra, mais sur pas mal de choses, le placement, hem, heu, il a toujours été au bon endroit. Donc moi, c'est des choses qui sont hyper encourageantes, quoi. J'avais pas trop envie de le voir perdre dès la première semaine sur une chute ou une bordure, quoi. mm. Hem, ok, je te propose qu'on passe au deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est est-ce que justement la densité des coureurs qui jouaient le classement général a été élevée sur ce Tour de France? Alors pour moi, ce Tour de France, c'est peut-être en termes de start list, ce qu'on a eu depuis de mieux depuis ces 3, 4 dernières années. Car on a eu le podium de l'an dernier, Vingegaard, Pogačar, Lipovic. On a ajouté Remco Evenepoel. On a ajouté Juan Ayuso, Skelmose, etc. Donc pour moi, c'est plein de gros noms. C'est les meilleurs, c'est les stars du peloton actuel du cyclisme. Donc sur le papier, c'était ce qu'on pouvait avoir de mieux. Après, les faits de course nous ont un petit peu privés de certains duels qu'on aurait voulu, notamment Vingegaard, Sexas et Lipovic aussi aurait pu avoir sa chance. On peut se poser la question de est-ce que Paul Sexas, sa quatrième place, est-ce qu'elle est à relativiser? Moi, je pense que c'est surtout euh, quand il y a une course, il y aura toujours des faits de course. Donc, faut pas se préoccuper des autres. Et je pense que chez Decathlon, on l'a bien compris. Donc, la quatrième place, elle est totalement méritée. C'est sûr qu'on aurait bien aimé voir plus longtemps
le duel avec Jonas, mais en même temps, on l'a vu pendant 2 semaines. Et Paul, pendant ces 2 premières semaines, bah, quand le Danois a attaqué, ça a été le seul à suivre. Donc, pour moi, de ce qu'on a vu, en tout cas, Paul a su répondre à cette concurrence, euh, très élevée. Oui, alors là, tu nous marches un peu sur la question d'après, mais on y C'est viendra. vrai. Mais moi, je trouve que la densité des coureurs qu'on a eu cette année pour jouer le classement général, eh ben, elle était élevée. De la 2e à la 7e place, on avait des gros noms. Et les gars, on avait énormément de coureurs capables de jouer un podium sur un grand tour ou qui ont déjà fait un podium sur un grand tour. Quand ont déjà fait un podium sur un grand tour, il y avait Pogačar, Jonas, euh, Del Toro, Lipovic, euh, Remco, Carapace, euh, quand même. ouais, Carapaz, Ayuso. Donc 7 gars dans les 10. Tu rajoutes à ça Sexas qui a le niveau de faire un podium sur un grand tour. Derrière, ceux qui sont intercalés dans le top 7, là, c'est Martinez et Schelmose qui ont à la pédale en montagne, en tout cas, le niveau largement pour être sur le top 10. Donc, on avait quand même un beau top 10. Et si on regarde dans les 3 dernières années, l'écart entre le 2e et le 7e est de 11 minutes seulement cette année, soit le meilleur des 3 dernières années. C'était 18 minutes en 2025, 19 minutes en 2024. Donc, il y Mm. avait quand même une densité pour cette lutte au podium qui était assez élevée. Oui, Pogačar a mis du temps à tous les autres. Pogačar aurait pu prendre 2-3 minutes facilement en plus. Mais derrière, pour la lutte du podium, on avait Ouais, vraiment même beaucoup plus. des grands noms capables de rivaliser sur les grands tours les années précédentes et très probablement les années suivantes. Donc voilà, moi je trouve que la densité était plutôt bonne à l'instant où on se parle. Après, peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, si tous les gars font des flops, au final, on n'aura peut-être pas le même discours. Mais aujourd'hui, en tout cas, ça semble être le cas. Ah bah, Euh, juste pour rebondir sur ce que tu dis, ce qui compte, c'est quand même le présent. Et en ce moment, c'est quand même la crème de la crème qu'on a eu sur ce Tour de France. yes. Alors justement, toi, tu te demandais, enfin à demi-mot, est-ce qu'on doit relativiser sa 4e place au vu de l'abandon de Vingegaard et Lipovic? Vas-y, bah, Oui, tout à fait. Bah pour moi, j'ai un petit peu répondu tout à l'heure, mais pour moi, Jonas Vingegaard, bah c'est surtout lui, hein, Florian Lipovic aussi. Mais la grande question qu'on avait en préambule de ce Tour de France, c'est est-ce que Paul Sixas est au niveau actuellement de Jonas Vingegaard? Alors, notamment au Tourmalet ou au Côte du Hague, on a eu quelques réponses. Vingegaard est encore un petit cran au-dessus de Paul Sexas à la pédale, mais néanmoins, Paul Sexas, c'est l'un des seuls, bah, c'est le seul des autres concurrents à avoir tenté de suivre le Danois au moment où il a accéléré pour lui suivre le Slovène. Donc pour moi, c'est tout à fait encourageant pour Paul. Et pour une première fois qu'il a concouru avec Jonas Vingegaard, pour moi c'est très bien. Et pour Florian Lipovic, bah, ils étaient assez équivalents en montagne. Donc peut-être que l'Allemand aurait pu jouer avec Paul, mais en même temps, il aurait peut-être dû aussi se mettre au service de Remco Evenepoel. Donc moi, je dirais que on ne doit pas prendre en compte ces abandons, en tout cas pour minimiser la performance de Paul Sexas. On doit les prendre en compte, mais comme des faits de course et pas comme des éléments de, de baisse dans le fait qu'on soit mécontent de la 4e place de Paul, quoi. yes, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors moi, pour essayer d'être clair, moi, je trouve que si on se dit Paul Sexas est le 4e meilleur coureur du classement de Grand Tour, au vu de son résultat, bon, c'est peut-être un petit peu prématuré. Mais par contre, on peut rajouter effectivement Vingegaard et Lipovic, c'est difficile d'évaluer aussi, hein, où il se situerait. Vingegaard, on peut penser qu'il aurait fini devant de toute façon, parce qu'au vu du contre-la-montre, on a vu que les écarts se sont faits principalement sur la partie de montée qui le favorisait.
Donc en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Paul Sexas a le niveau pour être 5e ou 6e plus grand coureur de grand tour actuellement sur le plateau. Et, et ça, voilà, ça fait aucun doute parce qu'il avait de la marge avec les gars derrière. Et là, on peut espérer encore qu'il va progresser, et que dans les années suivantes, ça changera. Mais on y reviendra plus tard. Alors, Nathan, toi, est-ce que selon toi, Paul Sexas doit avoir des regrets avec ce Tour de France? Alors pour moi, je pense que lui et son équipe en auront certainement des regrets, car sa mentalité de champion fait qu'il ne sera jamais vraiment satisfait de sa place, tant que c'est pas la première en tout cas. Mais nous, en tant que suiveurs et amoureux du cyclisme et fans de Paul Sixas, entre guillemets, pour un premier grand tour, en l'occurrence au Tour de France, on savait même pas s'il allait pouvoir le finir. Ok, on pensait qu'il pourrait aller sur le podium, mais c'était un rêve ou une illusion. Et quatrième, au vu du scénario de la course, pour moi, il n'y a pas de regret à avoir. Le seul regret, c'est peut-être d'avoir été un petit peu malade, mais ça, bah, forcément, il n'y peut rien. Et la chute au tournoi Auvergne-Rhône-Alpes, bah, malgré que ce qu'on peut penser, ça a forcément perturbé sa préparation. Donc, on n'est pas sur des circonstances optimales. Et puis, pour moi, le gros truc qui doit faire relativiser, pour reprendre le terme de tout à l'heure, c'est que Pogacar s'est mis au service de Del Toro. Si le Mexicain s'était retrouvé tout seul, au même titre que Paul Sixas en termes de leadership dans son équipe, je pense que Paul Sixas aurait pris le dessus sur le Mexicain et aurait fini troisième. Donc je suis pas persuadé qu'on doit avoir des regrets pour Paul. Si je devais en citer un seul, ce serait le contre-la-montre. Pour moi, par rapport aux Mexicains, je pensais qu'il prendrait beaucoup plus de temps. J'avais aimé l'idée qu'il reprendrait 50 secondes. Alors oui, je m'étais enflammé. Mais honnêtement, 20-30 secondes, c'était légitime. Donc ouais, c'est mon seul grand regret pour son Tour de France. Ouais, mais après, ce qu'on disait en débrief du contre-la-montre, hein, c'est que le parcours ne s'y prêtait pas, je pense. Euh, parce que tous les écarts pratiquement ont été faits sur la première partie, et après il y a eu que des écarts minimes. Et Paul, là où il est bon, c'est par rapport à Del Ouais, Toro, en tout cas mm, sur une partie on plate. s'attendait à mieux quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais on va dire que le parcours ne se prêtait pas à ça. Donc est-ce qu'il doit Oui, je avoir suis des d'accord. regrets? Moi, je pense pas, d'autant que quand on voit la dernière étape, bah, finalement on se rend compte qu'il était à sa place. Mm. Donc voilà. C'est son premier Tour de France. Sportivement, je pense qu'il était à sa place. Effectivement, comme tu l'as dit, Pogacar s'est mis au service de Del Toro et notamment au plateau de Solaison sur la minute qu'il reprend. Il y en a bien une bonne partie, c'est grâce à Pogacar. Par contre, voilà, avec la dernière étape où on sentait Paul un peu juste sur la fin, bah, ça, il n'y a pas de regret à avoir au final. Del Toro aurait été devant, selon moi en tout cas. Euh, je te Mm. propose d'ailleurs que tu nous dises, est-ce que son équipe Décathlon, elle a été à la hauteur, selon toi, des ambitions de Paul Sexas? Ah, bah ça, c'était l'une des grandes questions avant, pendant et maintenant après ce Tour de France. Et pour moi, l'équipe Decathlon, bah, elle m'a surpris dans le bon sens du terme, surtout avec la présence d'Olaf Koy et d'un train purement dédié au sprint. Moi, je m'attendais pas à ce que les Nicolas Prodhomme, les Mathieu Riccitello et les Tish Benoît soient autant présents euh, à la fin des étapes de montagne auprès de Paul Sexas. Alors évidemment, quand il y avait tous les cadors, ils étaient plus là, mais ça c'est comme tous les autres équipiers des, des meilleures équipes du monde. Pour moi, j'ai été surpris de voir dans le monde des réseaux sociaux du cyclisme qu'on les critiquait encore. Mais pour moi, ils ont balayé toutes les critiques que même nous on pouvait avoir sur leur choix de l'effectif de ce Tour de France. Et ils ont répondu présent. Nicolas Prodhomme, comme je l'ai dit, a fait un merveilleux lieutenant tout au long de ce Tour de France, alors que sa saison n'avait pas été spécialement brillante.
Alors oui, je suis ravi d'avoir vu une équipe Décathlon aussi performante aux côtés de Paul Sexas. Ouais, alors moi je vais mettre un petit bémol quand même parce que j'ai trouvé que sur la première semaine, voire les 10 premiers jours, ils ont été un peu en deçà. Le contre-la-montre, évidemment, où Paul part avec un bon retard déjà. Et derrière aussi, les premières étapes de montagne, c'était pas ça. Bah, notamment quand tu as ton membre principal, Richie Tello, qui est malade, donc ça décale tout. Et voilà, c'était un Il peu s'est délicat. rattrapé. Par contre, c'est l'équipe qui finit le mieux de ce Tour de France, mieux que UAE, mieux que Visma, il jouait plus rien, mais mieux que Lidl, mieux que Red Bull. Donc ça, sur la troisième semaine, honnêtement, c'est la meilleure équipe de la troisième semaine. Mais si tu envisages de vouloir jouer le Tour de France, la gagne en tout cas aujourd'hui, t'as pas l'équipe à la hauteur, c'est sûr. Par contre, Mm. pour faire une deuxième place ou un podium, tu vois que l'équipe elle est à la hauteur, elle est suffisante, selon moi, effectivement. Parce qu'il y a quand même un gap hein, avec UAE. Hein. Oui, Euh, ça, on est d'accord pour dire que si Decathlon CMA CGM ambitionne de gagner Tour de France horizon 2027, il va falloir recruter sévère. Bon, on a beaucoup de rumeurs de transfert, on va pas encore s'avancer trop, mais peut-être que ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo assez vite. yes. Maintenant, je te propose qu'on se demande si Paul a eu raison de faire le Tour de France cette année. Rétrospectivement, là, après le Tour. Ah bah oui, ça c'est la grande question pour moi après Tour de France, car quand pour faire une petite rétrospective, hein, il a gagné la Von Ardèche Classique, il a gagné sur le Tour d'Algarve, le Pays Basque, la Flèche Wallonne. Pour moi, c'est la grande victoire de sa saison qui m'a le plus impressionné en tout cas, car on pensait que c'était pas dans ses qualités. La deuxième place à Liège, c'est ce qui m'a fait changer d'avis, moi. Je voulais qu'il fasse le Giro. Bon, euh, je suis vite revenu à la raison. Mais en tout cas, je voulais pas qu'il fasse la Vuelta et je voulais qu'il aille sur le Tour de France. Maintenant, j'avais pas des attentes au départ très grandes. Et puis, comme je l'ai dit, au fil des jours, et l'appétit est venu en mangeant pour lui aussi. Et pour moi, Paul a largement eu raison de faire le Tour de France. Quatrième place, l'avenir lui a donné raison. Avec 12 top 10 sur ce Tour de France, aux étapes jouées par le général. Pour moi, c'est tout bonnement exceptionnel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça témoigne d'une grande régularité. Et surtout, il a engrangé énormément d'expérience pour les années futures. Donc, la pression médiatique, le monde au bord des routes, tout ça, il savait, mais maintenant, il il a expérimenté de lui-même. Maintenant, ma question, c'est comment il va pouvoir euh, digérer ce Tour de France. Yes. Moi, je suis en partie d'accord avec toi. Déjà, moi, j'étais plutôt pour qu'il fasse le Tour à la base. Mm. Pourquoi? Pour aussi qu'ils soient en confrontation toute l'année avec les gars du général du Tour, avec les meilleurs, parce que le problème c'est que si tu t'alignes sur la Volta, tu es toujours en décalage, donc c'est difficile d'évaluer ton niveau et de savoir où t'en es et d'avoir des points de repère par rapport à là où tu dois aller. Donc là, nous on peut être hyper satisfait dans la mesure où il a pu se confronter, prendre des points de repère, savoir à quel watt il fallait qu'il monte le Tourmalet s'il voulait passer en tête l'année prochaine, des choses comme ça, hein, c'est un exemple assez basique, mais voilà. Et aussi, lui, on sait qu'il ambitionne les classiques, il avait un gros objectif sur les Ardennaises, Ah oui, il a un gros objectif sur les classiques de fin de saison là, au Canada, championnat du monde et Lombardie. Donc tout voilà, à fait. et en gros, il y avait euh, toute l'équipe qui l'ont suivi et qui ont sorti tout un documentaire d'environ 1 heure sur son avant-saison, et il disait clairement, moi si je dois faire un tour en début de saison, hein, c'est le Tour de France, sinon j'en ferai pas cette année. Donc là on peut dire que
il a pris énormément d'expérience, comme tu l'as dit, pour son premier grand tour. Et voilà, c'est important qu'il en fasse un. Il est arrivé au bout 100 jours sans. Il va développer d'autres qualités, du foncier, etc. On en parlera après, on y reviendra après. Mais donc c'est tout bénef pour la suite. Et en plus, ça s'est bien passé. Voilà, maintenant, il faut juste qu'il se canalise pour pas tomber dans Ouais. voilà, se cramer au point de vue physique là. Mais voilà, je suis sûr qu'il n'y aura pas de raison. Decathlon va bien s'occuper de lui. Donc voilà, en tout cas, c'est une grosse satisfaction son Tour de France. Je pense que c'était le bon choix, quoi. Et Bah justement, ouais, maintenant juste pour ouais, compléter ce vas-y. que tu dis, excuse-moi, moi je suis totalement d'accord pour dire que ce Tour de France sera un énorme tremplin pour son peut-être son plus grand objectif de la saison, qui sera les championnats du monde au Canada et aussi les classiques Québec et Montréal, euh, pour vraiment ancrer sa domination aussi dans les courses d'un jour. Yes. Et juste, ouais, aussi, on se disait, bah, il pourrait faire la Vuelta, peut-être même qu'il pourrait le gagner. Et j'ai l'impression que chaque semaine qui Ouais. passe, en plus, on a l'impression que Pogacar se rapproche de plus en plus vers une Bien participation pour la heureusement Vuelta, en il est fait. pas allé en Espagne, tout à fait. Donc c'est ce qu'on disait aussi, c'est que après, si tu te fixes sur les objectifs des autres, pour être complémentaire là où les autres sont pas, bah t'es pas dépendant que de ce que tu fais, t'es aussi dépendant du choix des autres. Et bah des fois, voilà, Pogacar se réoriente sur la Volta, ben voilà, si tu vas Ah bah là, on aurait tout pour inscrire perdu. bah en tout cas, voilà, si tu y allais pour inscrire une belle ligne à ton palmarès, ben c'est mort hein, si jamais Pogacar confirme sa participation. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est bien qu'il reste dans ce Ils qu'il ont fait le voulait bon faire, choix. effectivement. Alors, je te propose maintenant que tu me donnes ton avis global sur son Tour de France. Est-ce que c'est une déception, plutôt, une bonne surprise? Vas-y, dis-moi. Est-ce que tu es un petit peu déçu quand même? Alors, je pense que vous pouvez vous en douter depuis que je parle depuis tout à l'heure. Moi, je suis pas du tout déçu. J'ai vu beaucoup, quelques personnes quand même sur les réseaux sociaux du vélo en général, hein, qui disaient qu'ils étaient déçus. Mais quand on parle de quelqu'un qui a 19 ans, qui fait sa première vraie saison chez les professionnels cette année, qui a gagné le Pays Basque, qui a gagné la Flèche Wallonne. Cette année, sa saison, elle est déjà réussie. D'accord, le Tour de France, c'est la plus belle course du monde. On a envie d'y briller, c'est bien normal. Mais pour moi, Paul Sixas, il y a brillé, il fait quatrième et surtout, il a été acteur sur toutes les étapes au classement général. Du premier jour au dernier même, il a été acteur pour rouler pour Olaf Koy. Donc pour moi, et le placement aussi, on va en revenir tout à l'heure, mais il n'a jamais fait de faute technique, euh, que ce soit sur le placement, sur les étapes de plat ou en montagne. Donc pour moi, je suis pas déçu. Euh, peut-être on aurait pu s'attendre à mieux, c'est sûr, mais au vu des scénarios de course, honnêtement, on ne peut que être satisfait du Tour de France de Paul Success. Quatrième, à la pédale quand même. Moi, je m'attendais pas à de victoire d'étape, donc sur ce plan-là, je suis pas déçu. Et en tout cas, ça nous augure de très belles choses pour la suite. Yes. Alors, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Le seul truc, c'est que moi, je me serais attendu, notamment au début, qu'il soit un petit peu mieux, qu'il ait un peu plus de marge avec un Lipovic, par exemple, comme ce qu'il nous avait montré sur le Pays Basque. Par Ouais, contre, je m'attendais pas à ce qu'il résiste aussi bien sur 3 semaines. Donc là, il m'a c'est plutôt ça. surpris. On va dire que j'ai été euh, un peu moins bien. J'ai été un petit peu déçu, on va dire, sur l'intensité d'une étape au début, enfin de certaines étapes au début. Par contre, sur la longueur des 3 semaines, j'ai été plutôt surpris dans le bon sens, parce qu'on s'attendait pas forcément à ce qu'il tienne autant, qu'il ait pas de jour sans. Donc ça, c'était plutôt cool, parce que je Et- rappelle, hein, et l'année dernière, Tour des Alpes notamment, où il durait il cinq avait du jours. mal à finir.
ouais, il est passé à côté sur une des étapes, hein. Voilà, le Dauphiné, il a eu du mal à finir. Donc voilà, on se disait que sur 3 semaines, ça risquait d'être compliqué quand même. Et On a été bah, surpris dans le bon sens. voilà. Donc voilà. Même si, comme je dis encore une fois, peut-être la première étape du Tourmalet, typiquement, bah, j'aurais pensé qu'ils Ouais. mettent un peu plus d'écart à Lipovic et à Del Toro. Mais voilà. Très bien. Donc quand même, super Tour de France de sa part. Euh, alors je te propose maintenant qu'on balaie les différents critères qui font un coureur, un Ouais. très grand coureur du Tour de France, et que tu me dises où se situe Paul Sexas par rapport à ça. Donc l'idée c'est par rapport au meilleur, hein, puisque la cible c'est pour lui un jour de gagner ce Tour de France. Je pense que Ouais. enfin, c'est un Bah, bien secret de évidemment. polichinelle, hein, mais voilà. Donc déjà, ses qualités pures en montagne, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, et où tu le situes? Bah, moi, ses qualités en montagne. Euh, on a beaucoup parlé avant ce Tour de France que moi, ça me surprenait un petit peu que Paul était vraiment meilleur sur les efforts longs. Pourtant, au début de saison, il a fait les classiques, tout ça. C'est quand même des efforts assez punchy. Et ben, moi, j'ai pas été, c'est pour ça que j'ai pas été déçu sur ses performances vraiment sur les longs cols, car je le voyais pas plus fort qu'un Vingegaard, par exemple, et à son niveau. Et pour moi, pour le Success, ben, en montagne, il est quand même en dessous des Pogacar, même Remco Evenepoel, hein, cette année, le Belge s'est transcendé. Mais il est juste derrière ces trois-là, quoi. Vingegaard, Pogacar et Remco. Le Remco de cet été. Et en tout cas, il a découvert les grands cols sur la plus grande course du monde et il n'a pas pris de grandes craquantes. Donc c'est un très bon début pour Success. Ouais, ouais, bah, au-delà de la partie récupération, résistance, aux 3 semaines sur lesquelles on reviendra plus tard, c'est vrai que le premier grand col, par exemple, c'était le Tourmalet, il passe troisième, en plus en ayant essayé de suivre Vingegaard. Euh, le, donc voilà, c'est un peu enfin, le repère qu'on a par rapport aux autres, hein, en faisant Mm. abstraction encore une fois de la fatigue, hein, sur 3 semaines. Donc, ces qualités en montagne, elles sont là, elles sont pas loin de la cible, quoi, pas loin d'un Pogacar. Maintenant, il en manque un petit peu par rapport à un Pogacar, effectivement, mais en tout cas, pour être sur le podium, il les a, quoi. Euh, Tout Concernant à fait. ses aptitudes en contre-la-montre, maintenant. Ah, alors comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, le contre-la-montre, j'ai un peu été surpris négativement de sa performance, car je le voyais reprendre le maillot blanc ce jour-là, honnêtement. Ça n'a pas été le cas, mais en même temps, je me dis que Paul, au vu du chrono, il fait quatrième ce jour-là. C'est un très très bon contre-la-montre qui nous a sorti. C'est plutôt la performance du Mexicain qui a été surprenante, car il a su se sublimer au niveau de Paul Sexas. Et à ce moment-là, c'est vraiment la seule journée où on a vu les deux se confronter seuls à leur niveau. Et on a vu qu'au final, à la pédale, ils sont relativement similaires, leur niveau. Yes, ouais. Alors là, moi, par contre, bah, comme tu as dit, hein, on a été un petit peu déçus par rapport à ce qu'il nous avait montré, notamment autour du Pays Basque. Là, il a peut-être une petite marge de progression par rapport au travail qu'a pu faire Remco en termes d'aérodynamisme, par rapport à Pogacar en termes de puissance, parce qu'on se rend compte que le contre-la-montre, eh ben, c'est important, quel que soit le profil aussi. Donc là, on avait un contre-la-montre avec la première partie, comme je disais tout à l'heure, qui a fait pas mal d'écart, où on avait 8 km avec des pentes moyennes. Et ça, c'est peut-être quelque chose à travailler parce que 1 minute sur les 8 km, ça fait peut-être beaucoup sur Remco dans le futur. Après, à voir sur le plat, mais
Voilà, aujourd'hui, il en a pas perdu, mais sur un contre-la-montre plat sans virage, à voir ce que ça donnerait. Mais ouais, il a peut-être une petite marge là-dessus parce qu'on sait que c'est un de ses points forts quand même. Ouais. Voilà. En tout cas, Ouais. juste pour revenir sur ça, c'est une très bonne performance pour un grand tour, car il est très bon, il a de très bonnes références en contre-la-montre, mais sur des efforts d'un jour, ou alors, si ce n'est plus d'une semaine. Donc, c'est quand même un bon début sur les grands tours. Oui, Quatrième, oui. c'est honorable. Et puis, alors moi, je mets un petit bémol par rapport à sa performance à l'instant T, mais toujours est-il que si on est dans sa progression par rapport au contre-la-montre des championnats du monde, par exemple, là, il joue avec les tout meilleurs au championnat du monde. Il était 14e, on a dit, ou 15e par là sur le contre-la-montre. Donc, Ouais, 16, je crois. donc voilà, on était un peu plus loin. Euh, euh, donc voilà, Bah il n'y a oui. aucun doute, moi j'ai aucun doute qu'il continuera à progresser. Peut-être moins, pas aussi bien qu'un Remco en termes d'aérodynamisme, mais en termes de puissance, qui se rapproche de ce que peut faire un Pogacar, par exemple, parce qu'ils ont quand même des gabarits comparables. Donc, ouais, Mm. je pense que là-dessus, C'est en bonne ça peut être voie. une cible. On voit que voilà, en un an, il a fait énormément de progrès dans le domaine. Maintenant, là, ce qu'on va pouvoir juger, justement, tu parlais sur le Grand Tour, justement, c'est ses facultés de récupération sur 3 semaines et de résistance à la fatigue, de pouvoir maintenir un niveau élevé de performance malgré l'accumulation des jours de course. Le fait d'avoir une bonne endurance aussi pour supporter les étapes de grand tour qui sont un peu plus longues que ce qu'on a l'habitude de faire sur les courses d'une semaine, d'éviter les jours sans. Voilà, dis-moi ce Mm. que tu en penses là, de Paul Sexas sur ces critères-là, sur ce Tour de France. Ah bah, Paul, il a tout à fait répondu aux questions qu'on avait sur le fait que est-ce qu'il pourra tenir 3 semaines? La réponse est que bien évidemment, et bien en plus. C'est pas 2 semaines et demie avec 3 jours de moins bien. Là, c'est 3 semaines avec un petit jour à perdre un petit peu le contact, et encore il fait neuvième de l'étape encore une fois. Donc en termes de récupération et de durée sur les 3 semaines, Decathlon a mis la flèche en plein cœur de la cible. Mais j'ai l'impression que Paul, il avait pas trop d'inquiétude lui sur ce point-là. Moi, ça me surprend car il nous disait ouais, j'ai fait beaucoup de volume, je me suis préparé. Certes, mais c'était que de l'entraînement et pendant la course, c'est quand même différent avec la pression, l'ambiance, etc. Donc et la chaleur. Donc évidemment, c'est l'un des plus grands points de satisfaction qu'on doit retrouver pour son avenir dans le cyclisme mondial. Ouais, bah, je te rejoins totalement, hein. C'est vrai que c'était un peu l'inconnu. Enfin, c'était la grande inconnue même, j'ai envie de dire. Ah oui, Aujourd'hui, il a parfaitement répondu. Il a pas eu de jour sans du tout. Pas de jour où il a fait gros péto, quoi. Euh, on a vu quand même qu'il semblait un peu mieux en début de semaine qu'en fin de semaine à chaque fois, que la semaine semblait longue en fait. Mais ça, c'est normal, c'est son premier tour. Enfin, il y a rien du tout d'alarmant. C'est totalement logique. C'est ce qui va travailler justement. C'est ce Tour de France qui va lui permettre de progresser. Là, il va ressortir de son premier grand tour en ayant une caisse de fou. ah bah Donc, oui. alors là, on verra sur son prochain grand tour si ça payera, mais il n'y a aucune raison que ça ne paie pas, parce que voilà, il nous a déjà fait un tour où il a été à l'attaque jusqu'au dernier jour, hein. On le disait encore dimanche, mais dimanche, c'est lui qui roule sur les champs, donc voilà, il n'était pas cramé non plus, et il était prêt à en remettre. Il était toujours là dans la Donc tête aussi. voilà, ouais, tu fais bien de le dire, il était prêt, il sait où il va. Donc aujourd'hui, à l'instant T, oui, il a un peu plus galéré que les autres, c'est normal, lui, il était dans son premier tour, et là, on peut penser Oui, que
ça va aller dans le bon sens. Quand tu vois un Ayuso, c'est quand même loin d'être ses premiers tours, et il galère sur la fin, Il décline, bah ouais. lui, il était mieux, et en plus, eh ben, c'était seulement son premier tour. Donc voilà, Bah plutôt oui. du positif là-dedans. Bah oui, t'as raison, Euh, il s'est battu avec des concurrents qui, eux, en sont à leur deuxième, voire troisième grand tour. Donc, c'est largement honorable pour Paul Success. yes. Maintenant, je te propose qu'on passe à la gestion de la journée de repos. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as été plutôt satisfait? On sait que la journée de repos, des fois, elle est fatale à certains coureurs, hein. Je donnais l'exemple une fois d'un TJ Van Garderen qui était un des favoris du Tour à une époque, hein, puisqu'il avait fait deuxième du Dauphiné cette année-là. Et le lendemain d'une journée de repos, il abandonne au bout de la première heure de course, quoi, parce que il s'en sortait pas. Là, on a eu notamment l'étape d'Ussel, qui était costaud en lendemain de journée de repos. Et bah lui, pas de souci, il était dans le peloton normal. Voilà. Donc, dis-moi ce que t'en as pensé, toi. Bah ouais, moi je pense que ça dépend des organismes de chacun. Mais en tout cas, lui, on a l'impression que ça lui a fait ni chaud ni froid. On aurait pu mettre 2 jours de repos. Bah, il aurait fait ses entraînements. On a vu sur Strava, il a fait 50 minutes d'intensité, il est allé choper des coms, etc. Il a fait sa petite vie. Et puis le lendemain, il a repris le Tour de France comme si ça ne s'était jamais arrêté finalement. On a l'impression que bah, c'est comme en début de saison, quoi, ça glisse. Tous les questions, elles flottent dans l'air et elles repartent d'où elles viennent. Et en tout cas, bah, Paul, ouais, les jours de repos, bah, c'était pas un problème pour lui. Il a été au niveau, à son niveau, tout au long de ce Tour de France, avec ouais, une stabilité parfaite. Ouais, ouais, je suis d'accord, hein. Parce que le risque aussi, c'est d'en faire trop dans la journée de repos, de mettre trop d'intensité et que tu le payes en fin de semaine. Mais je pense que c'était pas ça, hein. Parce qu'il a fait de Ouais, c'est l'intensité, ça. il a fait, on disait des sorties d'1h30 avec 5 minutes d'intensité minimum, souvent. Donc Ouais, c'était pour garder le rythme. ouais, et je pense que c'était suffisant parce qu'on voit que le lendemain, bah, Hussel, hein, je parlais notamment, bah, il avait fait mieux qu'un Del Toro, puisque Del Toro avait perdu du temps. Et après, Hmm. sur un grand tour, tu as toujours des étapes de plat pour te reposer, enfin pour faire moins d'intensité, hein, dans la semaine qui suit. Donc je pense que ça semble être une gestion qui lui correspond. Voilà, je sais pas s'il en tirera la même conclusion, hein, on verra sur son prochain grand tour. Mais aujourd'hui, ouais, ouais, moi enfin, j'ai été bluffé. On n'a pas Mais ressenti on de sait, différence, en tout cas. ouais. Mais on sait que les équipes, ils ont des datas, ils ont une approche très scientifique. Donc, c'est pas non plus une grosse surprise, hein. Oui, Euh, voilà. ils savent Mais en tout tout cas, maintenant. moi, j'avais quand même une petite inquiétude parce qu'on ne connaissait pas là-dedans et ça s'est hyper bien passé. Maintenant, je te propose qu'on s'intéresse aussi sur bah, les incidents qu'il peut y avoir sur 3 semaines. Alors, les incidents globaux, des chutes, des crevaisons, des maladies. Donc là, nous, pour Paul, c'est parfait. Il y a eu un peu des trois. Donc vas-y, dis-moi comment tu Ouais. as senti. Est-ce que, bah, dans ces cas-là, l'idée, c'est toujours de limiter les pertes de temps et les conséquences. Comment toi, tu l'as jugé là-dessus? Bah, tout à fait. Sur la deuxième étape en Espagne, tout de suite, il a été victime d'une crevaison. Donc, c'est là qu'on a vu comment le dispositif allait se mettre en place chez Decathlon. Euh, il s'est retrouvé un petit peu seul pour rentrer. On a appris par la suite que c'était de sa propre volonté à lui, que ses coéquipiers restent à l'avant de la course. Donc ça montre quand même sa confiance en début de course. Et tout au long de ce Tour de France, il a dû changer de vélo, tout ça. On a vite compris qu'Aurélien Paré-Peintre était son, son candidat principal pour changer de vélo avec lui. Donc on avait anticipé ça chez Decathlon. Euh, et en termes de placement, car ça va avec les chutes ou les pépins mécaniques,
il a été parfait. Il s'est pas mis en danger plus que ce qu'il ne fallait. Dans le contre-la-montre, il a fait la descente à fond, mais ça lui a donné raison parce qu'il n'est pas tombé. En tout cas, techniquement, même sur les descentes de col, il a été d'une prudence très maîtrisée. Ouais, pour moi, c'est la maîtrise d'un futur champion. Ouais, alors la technique, on y reviendra un peu plus après. Vraiment sur les incidents, en tout cas, les chutes. Alors il en a eu avant le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, t'en as parlé, et Ah oui, puis aussi 3 jours avant le départ à Barcelone. Donc ça a l'air de s'être plutôt bien passé, puisque t'as toujours des petits bobos, hein. Il nous a dit aussi qu'il a été malade, qu'il a eu un petit rhume. Donc ça, pareil, il l'a plutôt bien géré. Sur les crevaisons, on en a noté 2. oui. La première dans les rues de Barcelone, où, comme tu l'as dit, il était tout seul. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'à un moment donné, il est roulé tout seul. Il était plus dans les voitures non plus. Il a mis un peu des coups de pédale tout seul. Et ça lui a peut-être coûté dans le final. Et aussi à l'échelle de 3 semaines, hein, c'est ce qu'on évite de faire. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça. Et moi, celle que je peux regretter, c'est sa deuxième crevaison. Bah, c'est l'étape du plateau de Solaison où il crève en début d'étape, Ah où oui, il je y suis a d'accord. Dan Houleux qui le remonte. On lui voit qui fait signe doucement, Dan, doucement, tu vas trop vite. C'est Et la il y plus a, il y a impactante. ouais, c'est peut-être la plus impactante parce qu'il y a un team radio où aussi on l'entend dire oui, oui, je suis bien, je peux changer de vélo. Et là, maintenant, peut-être qu'avec l'expérience, il va se dire bah, vaut mieux que je switch avec Aurélien Paré-Peintre et derrière, je referai un autre switch de vélo pour récupérer mon vélo Ouais. numéro 1 avec les Faut bonnes prendre cotes, son temps, dans de quoi. bonnes conditions. Voilà, parce que là, il nous a dit après l'étape qu'il en avait peut-être perdu quelques cartouches dans cette action. Donc on va dire qu'il Tout y a, à il y a fait. une un petit levier là-dessus. Parce que je pense aussi que, tu vois, c'est quelqu'un qui est extrêmement méticuleux. Et ça doit Oui. l'embêter de pas avoir son paré-peintre avec lui si jamais il doit changer de vélo. Tu vois, s'il prend son vélo, il dit, tiens, ça va le fatiguer dans le dispositif, etc. Mais ça, il faut qu'il comprenne que lui, il est bien au-dessus que n'importe quel de ses coéquipiers et que c'est pas grave si Aurélien même, il fait compéto le reste de l'étape. Il a d'autres gars qui vont pouvoir l'aider tout au long de la journée, quoi. Mm. Euh, voilà. Entièrement d'accord. Euh, Maintenant, je te propose qu'on passe à l'intelligence tactique. Donc le placement, t'en as un petit peu parlé, mais aussi savoir quand attaquer, quand suivre, gérer son effort. Comment tu Ah l'as oui. trouvé là-dedans? Est-ce qu'il y a des axes de progression par rapport à son premier tour? Bah moi, c'est ce que je disais tout au long de ce Tour de France. La tactique, elle doit être simple. C'est suivre les attaques des grands favoris, Pogačar, Vingegaard, et puis après, gérer face à Del Toro et Remco Evenepoel. Mais en tout cas, en termes de tactique de course pure, pour moi, il n'y a pas grand-chose à redire. On pourrait dire, ces détracteurs diront, il n'a pas été assez offensif, mais je pense qu'il a couru sur ce Tour de France un petit peu à contre-nature, car depuis le début de saison, sur toutes les courses qu'il a gagnées, le Pays Basque et la Flèche Wallonne notamment, c'est lui qui a apporté les attaques, les premières estocades. Et là, il a été contraint, de par la concurrence qu'il avait, de suivre. Mais pour moi, c'était la meilleure tactique. S'il s'était découvert trop tôt, il se serait exposé à des contres et ça l'aurait mis dans le mal. Donc pour moi, c'est tout Ouais, à fait alors. justifié. Ouais, juste, moi je voulais revenir, c'est vrai que la tactique globale, t'as raison, mais il y a quand même, au point de vue de montée prise individuellement, des leviers d'amélioration. On peut penser au Tourmalet où il a essayé de suivre Vingegaard un peu trop loin, il a l'air de s'être mis dans le rouge. On peut penser aussi au plateau de Solaison où il nous a dit, ben j'aurais peut-être pu essayer de suivre. Il a eu regretté. Ouais, c'est Voilà, vrai. c'est à ces moments-là où il va apprendre à se connaître aussi. Là, ça lui a fait travailler, justement, voir ses limites un peu face au plus grand. Ça lui a permis de voir ses limites et savoir quelle zone de puissance, justement, il pouvait tenir et celle qu'il ne pouvait pas tenir. Donc là-dessus, il va encore avoir des données pour améliorer les prochaines échéances.
mais il y a quand même encore un axe de progression par rapport à ce qu'il a fait. Ça, Et c'est heureusement. sûr. Ouais, ouais, heureusement. Je te propose qu'on passe à la partie mentale. Le fait de gérer la pression, de gérer aussi les moments un peu plus délicats. Là, tu l'as trouvé comment? Ouais. Bah pour moi, sur la partie mentale, il est comme d'habitude, hein, depuis qu'on le connaît, après les courses, juste après les courses, il y a 20 journalistes qui lui sautent dessus. Bah lui, il est toujours aussi lucide dans ses déclarations. Il nous débriefe la course, il nous fait le résumé comme si lui, il était devant la télé sur son canapé. Euh, il- bon, des fois, il s'agace un petit peu quand il n'a pas toutes les informations, mais en tout cas, sur le côté pression et attente du public et même tenir face à l'ambiance dans l'école, etc. Bah, je pense que il n'y a pas grand-chose à dire si ce n'est qu'il a été à la hauteur et que la pression pour lui c'est pas un problème du tout et que on a l'impression que qu'il a fait le Tour de France ou quand il a gagné l'Ardèche classique, bah pour lui c'est une course de fête et c'est pareil quoi. Toutes les courses, il est dans le même état d'esprit. Yes, et ben je te rejoins. Je rajouterais juste quand même son équipe aussi qui l'a bien aidé pour gérer la pression. Moi, comme je l'ai dit tout au long de ce Tour de France, Mm. mais autour du bus Décathlon, on sentait une organisation pour parer à la pression bien meilleure que celle du AE. Hein. UAE Oui. Pogacar, c'est très bien géré la pression, mais son équipe, je trouve que elle met pas en place les mêmes choses que mettent en place Decathlon et qui s'avèrent efficaces, avoir Ils se une petite, reposent sur leur laurier, quoi. bah peut-être un peu plus. En tout cas, eux, c'est pas le même concept. Ils ont pas cette zone un peu safe autour du bus. Hum, et Ouais, c'est par des petits exemple, détails qui ont leur importance. avoir son attaché de presse qui va faire le relais. Donc voilà, moi je trouve que en tout cas, son équipe a été bien présente pour lui, pour l'aider à gérer la pression, et il l'a fait correctement. Et dans les moments difficiles, bah là encore, hein, il n'y a rien à dire, il a jamais lâché au niveau de la tête, il s'est mis à son rythme, il a fini le col à son rythme. Voilà, il a perdu le temps qu'il devait perdre, mais voilà, il a jamais craqué, il a jamais essayé de jouer avec les autres en disant tiens, vas-y, roule Lipovitz. Non, lui, il sait qu'il est au-dessus de ça. Et il s'en est tenu. Alors peut-être qu'il fait des efforts un peu inutiles, mais de toute façon il a raison puisque il n'a pas loupé le podium pour 5 secondes ou 10 secondes. Il a loupé le podium assez largement, donc au final ça servait à rien de se disputer ou de calculer. Donc voilà, belle mentalité. Moi j'ai trouvé qu'il avait été fort. Hein. Ouais. Euh, je te propose qu'on évoque quand même les conditions climatiques. Notamment, on avait peur en début de course de la chaleur. On sait que le froid, ça, il gère pas trop mal. On l'a vu sur le Tour des Pays-Bas, la dernière étape. Le froid, la pluie. Mais la chaleur, l'altitude, l'école à plus de 2000 mètres, voilà, on l'a encore trouvé ben, au rendez-vous, là encore. Ah ouais, totalement. La chaleur, c'est comme la pression du public pour moi. Ça, on n'a pas l'impression que que ça l'a affecté durant son Tour de France. Je pense que pour lui, c'était quand même un facteur nouveau, enfin un facteur qu'il connaissait, mais pas sur 3 semaines. Pour moi, c'est vraiment deux éléments qu'on doit mettre ensemble. La chaleur sur la durée, et bah, il a encore une fois euh, répondu à cette question de la chaleur. On sait que pour Pogacar, sur ses premiers grands tours, c'était pas forcément son point fort, c'était même un point faible. En tout cas, je sais pas, on n'a pas l'impression que ce soit quelque chose qui le défavorise. Yes, ben, je pense que tu as tout dit là-dessus. Ouais, mais juste pour les altitudes, on voit qu'au Tourmalet et au Galibier, c'est là où il est le mieux. Hein. Les deux grands cols Ouais. sur lesquels ils sont passés, c'est là où il était le mieux. Donc là-dessus, hyper rassurant. Et enfin, du coup, son équipe, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que où il en est là-dessus? Tu nous as dit tout à l'heure que si on visait la victoire, il faut quand même l'améliorer un petit peu. Dans quel domaine, justement? Bah, pour moi, il faudrait recruter
on a des rumeurs hein, de Ben O'Connor, Lorenz de Plus, etc. Mais pour moi, il faut recruter vraiment des purs grimpeurs de la classe des anciennes gloires qui ont été vraiment dans les meilleurs du monde. Et moi, je me dis que si je devais faire un petit pronostic, il y a un Primož Roglic qui est en fin de contrat et en partance de Red Bull Bora. Moi, personnellement, c'est un petit kiff personnel. J'aimerais le voir en capitaine de route pour Paul Sixas. Chez Decathlon, c'est j'aime. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment ça. Un leader en montagne aux côtés de Paul Sixas pour l'aider, mais surtout pour lui donner de son expérience. C'est mon sentiment personnel. Yes, mais moi je suis d'accord, le leader en montagne, alors Roglic, j'y crois pas parce qu'à mon avis il va vouloir être leader pour partir sur un grand tour. Mais genre il y a un lambda qui arrive en fin de contrat. Moi j'aime bien cette idée, même si je l'ai pas vu dans les tuyaux côté Decathlon. Mais oui, je te rejoins en tout cas, c'est de rajouter peut-être de, de la montée et puis De la aussi main des d'œuvre. gars pour rouler. Ouais, de la main-d'œuvre en montée, merci. Et de la main-d'œuvre aussi pour rouler. On a un très bon Danouleux, mais si on pouvait en avoir un deuxième, on se rend compte que Ouais. souvent il en faut deux là-dedans. Et ben, ça peut être pas mal Bah, on va dans cloner l'optique Danilo. toujours Voilà. de gagner un grand tour, hein. Mais ouais. Euh, Non, mais je te parlais de Liam Slock. Je crois qu'il est en fin de contrat aussi. Ah bah, c'est Voilà, ça peut être une intéressant. bonne pièce. Hein. Et après, sinon, tu peux avoir. Bah, on parlait de game changers, hein, comme sont un Wout van Aert ou un Pedersen pour le coup. Mais Ou un Mats ça, ils sont Pedersen. voilà, mais ça, ils sont plus durs à, à aller Malheureusement, dénicher. ouais, leur cœur est déjà pris. Ouais, mais si tu trouves un game changer de ce profil-là, un gars qui est bon rouleur et qui est capable de grimper Ah des oui, là, cols, ça change beaucoup de choses. voilà. Voilà, bon, mais après sur la partie montagne pure, ouais, il faut peut-être juste ouais, un élément d'expérience pour les accompagner parce que le reste, on sent que l'équipe est là, surtout que comme on disait hein, dans les épisodes précédents, il y a des jeunes chez Decathlon qui arrivent, qui sont là et qui vont étoffer l'effectif. Voilà, mais peut-être un gars Notamment solide et Léo Bizio qui est d'expérience en déjà là. plus. Oui, Bisio, on parlait bah, de Noah Isidore. Sparfel et d'autres. Et bah très bien. Merci, on a fait le tour, Nathan. Merci pour ce débrief complet. Ouais. Dites-nous en commentaire si vous avez d'autres sujets que vous voulez aborder qu'on n'a pas prévu. Ce que vous en pensez, vous, sur le bilan de Paul Sexas sur ce Tour de France. Merci de vous abonner sur YouTube, hein, vous abonner à notre chaîne. Ça coûtera pas plus cher et nous, ça nous soutient bien. Et allez, Paul, on est en Tarou! On est dans ta roue.